Notre prochain speaker, Tobias, est un membre de GNOME et un master en sécurité et en forensique. Il travaille comme consultant en sécurité. Il adore fabriquer et briser des choses, surtout quand ça a à voir avec la sécurité informatique. La session est sur déchiffrer des fichiers qui ont été hijackés par Blockbuster, le deuxième ransomware le plus utilisé en Allemagne. Petit problème de micro. Quel bon démarrage. Je me demandais pourquoi quelqu'un voudrait me faire un sabotage. Je suis très excité d'être ici. On va parler de décrypter des fichiers qui sont chiffrés par le deuxième ransomware le plus utilisé en Allemagne. Donc, d'abord, je vais vous parler un peu de ransomware, de manière plus générique. Ensuite, je vais vous parler de Blockbuster. Et ensuite, je vais vous dire que malgré la possibilité de décrypter, le mieux c'est de prévenir les attaques. Donc comment se prémunir d'attaques ransomware. Il y a à peu près une centaine de groupes de ransomware. Donc si vous n'êtes pas préparé à une attaque, elle peut vous toucher. Le ransomware habituellement infecte votre organisation et chiffre vos fichiers et les exfiltre vers l'infrastructure des attaquants. Et ils vont vous demander de l'argent, une rançon pour deux raisons. En général, la première raison, c'est pour que vous puissiez décrypter, déchiffrer vos fichiers et accéder à votre infrastructure. Et la deuxième raison pour laquelle ils veulent de l'argent, c'est pour ne pas publier vos fichiers. Donc c'est une double extorsion qui est très populaire et qui leur permet de gagner de l'argent. Donc, peut-être que vous allez décider de payer la rançon, puisque ce sera moins cher que restaurer les fichiers de toute l'infrastructure. Mais vous n'avez quand même aucune garantie. Si eux ne délivrent pas leur partie du deal, bon courage pour les poursuites judiciaires. Même si vous payez et que vous restaurez vos données, il va falloir pour vous protéger, vous prémunir contre une attaque, l'attaque suivante. Il y a tellement d'attaquants et d'attaques. Et si vous avez été attaqué une fois, probablement la prochaine équipe va vous attaquer la semaine suivante. Les dommages causés par ces équipes de ransomware sont bien sûr les pertes financières liées au paiement des rançons. C'est la chose la plus évidente, mais bien sûr, vous perdez aussi vos données. Vous aurez besoin de reconstruire les données que vous avez perdues, vos bases de données, etc. Ou alors les restaurer selon d'autres moyens. Les médias pourraient ne pas apprécier que vous ayez été victime d'une fuite. Donc, ça pourrait causer des dommages à votre image, en particulier liés aux fichiers qui pourraient être exposés. Dans tous les cas, et ça je le dis pour la troisième fois et je vais le redire, vous aurez également besoin de reconstruire vos données, de restaurer vos données et ça va également avoir un coût. Donc je pense que c'est plutôt intelligent de penser à la sécurité informatique avant que tout ça se passe. Bien sûr, une fois que c'est arrivé, c'est facile de voir la nécessité d'y penser.
mais c'est plus facile de commencer à avoir ces considérations avant que quelque chose se passe. En ce qui concerne les victimes, beaucoup d'organisations sont victimes d'organisations de ransomware. Donc il y en a beaucoup, on a des incidents qui sont assez connus, dont certains ne sont pas exactement des ransomware, puisque des fois les données sont complètement détruites et du coup il n'y a pas de moyen de récupération, ce qui coûte également de l'argent. Donc on a également ABB, une compagnie suisse, qui travaille par exemple sur des contrats liés à la défense, etc., ont été également victimes de ransomware, etc. Donc ces attaques par ransomware, souvent elles suivent un motif qui est similaire. Donc d'abord les attaquants mettent un premier pied dans la porte sur votre organisation, donc du phishing, etc. Ça dépend. Donc ils peuvent envoyer un mail de phishing qui va cibler vos employés en récupérant par exemple des informations sur LinkedIn, etc., sur votre site, et ils essaient d'infecter une machine dans votre organisation. Une fois qu'ils sont rentrés, ils essaient d'obtenir des privilèges supplémentaires, d'obtenir des identifiants, de se promener dans votre système, etc. Et on a eu des cas où tout ça, ça se passe dans un espace de 20 minutes. Vraiment, ça prend pas forcément beaucoup de temps. Donc, par exemple, à une période comme celle-ci, où c'est les vacances, etc., toute la chaîne de commande, elle n'est pas forcément aussi efficace que d'habitude. Donc, c'est vraiment un cas où, par exemple, ces attaques, elles peuvent s'exécuter très rapidement. Donc, une fois que les attaquants ont identifié les données qui leur semblent intéressantes, ils les exfiltrent vers leur propre infrastructure, avec le but ensuite d'éventuellement pouvoir les publier. Et pour accroître la pression sur votre organisation, souvent, pas parfois, pas toujours, ils vont supprimer les sauvegardes que vous auriez. Donc, ils vont pas forcément effacer ces sauvegardes, mais souvent ils vont effacer les sauvegardes et chiffrer tout pour accroître la pression sur vous. Donc, Black Basta, on les voit depuis à peu près avril de l'année dernière. Donc, c'est une évolution du groupe Contier. Donc, Contier a un peu disparu dernièrement avec la guerre en Ukraine, etc. On les a vus pas mal et après ils sont un peu disparus. Et donc certains des membres ont créé Black Basta. Depuis, ils ont publié environ 320 fuites de données donc, sur Internet. Ça fait pas mal, je pense. Et c'est la limite basse. Ça inclut pas les organisations qui ont payé, puisque ça fait partie de l'accord que si l'organisation victime paye la rançon, on ne va pas publier leurs données. Donc c'est moindre que le nombre de hacks qu'ils ont vraiment effectués. Donc, ils ont reçu des montants très importants en rançon, en dollars. Donc, bien sûr, je ne sais pas combien ça coûte d'opérer un ransomware, mais a priori, leurs opérations rapportent une marge assez satisfaisante. Plus tôt dans l'année, ce ransomware a été qualifié de le second plus utilisé en Allemagne au vu du nombre de cibles. Donc, ce ransomware cible en particulier, outre des autres Windows, des serveurs OSXi de virtualisation. Donc quelque chose qui est intéressant pour nous, pour plus tard, c'est que la version actuellement utilisée de Black Basta, c'est la version 2. Donc il y a une version 1 avant. Et ensuite, ils sont passés à une version 2 qui modifie notamment le chiffrement. Donc, où ils ont pensé à améliorer leur cryptographie. Et on y reviendra juste après.
En septembre, il y a une sorte de downtime pour ces brèches, leurs attaques. Mais malgré cette baisse en septembre, ils ont publié des choses à peu près tous les 2 jours, un jour sur 2. Donc c'est un groupe qui est relativement actif. Donc on peut les considérer comme plutôt une bonne menace. Donc, je vais montrer comment nous auto-cyber quand nos données se font chiffrer. Donc, je vais utiliser un échantillon qu'on peut récupérer depuis GitHub qui est assez courant, donc qu'on peut exécuter soi-même. Mais bien sûr, je pense que c'est pas nécessaire de vous dire de ne pas lancer ça sur vos environnements de production. Mais dans la mesure où c'est la période des vacances, vous pourriez ne pas penser clairement. Donc s'il vous plaît, ne lancez pas cet échantillon sur des vraies données. Donc c'est pas vraiment forcément si intéressant. Donc on a un fichier d'1 giga. Donc qui ressemble à une image disque SXI. Et ensuite, on a le malware. Donc, on voit un fichier texte qui apparaît ici. Et après un moment, une fois que l'exécution s'est terminée, on a une petite note qui apparaît, qui dit ce qu'il faut faire pour payer la rançon, etc. Les étapes à suivre pour payer puis récupérer cette donnée. Donc, ça inclut le montant de la rançon, etc. Donc une fois que le chiffrement s'est terminé, vous allez voir cette note et vous allez voir que vos fichiers sont devenus un petit peu plus gros, quelques octets plus gros que ce qu'ils étaient. Et vous pourriez voir qu'ils ont obtenu une extension supplémentaire qui est spécifique à chaque victime. Donc chaque victime a sa propre extension et un identifiant spécifique. Donc ces octets supplémentaires, ils servent à stocker ces informations qui vous êtes comme victime, spécifiquement. Donc si on regarde les fichiers chiffrés, j'aurais dû préciser que le fichier que j'ai utilisé comme échantillon, il contient que des octets nuls, pour des fins de simplicité. Et c'était avant que je regarde comment on fait. C'était avant que je regarde comment on fait sur Windows pour créer un fichier qu'avec des zéros. C'était incroyablement compliqué, mais bref. Donc, on peut voir plusieurs choses dans ce fichier chiffré. Donc, en premier lieu, on voit qu'il y a des morceaux de fichiers en clair. Et il y a des morceaux de chiffrés, donc il y a des blocs intercalés comme ça. Donc le malware ne chiffre pas le fichier en entier. C'est quelque chose qui est assez commun finalement. Les ransomware, à des fins d'efficacité, ils ne chiffrent pas l'ensemble des fichiers, l'intégralité des fichiers. L'idée, c'est juste de rendre les fichiers inutilisables. Et pour ça, il n'y a pas besoin de tout chiffrer. Et globalement, par exemple, si on détruit un tiers de la donnée, ça suffit à rendre un fichier inutilisable. Il y a quelque chose d'autre qu'on peut voir. C'est plutôt dans les parties chiffrées. On peut voir que ici on a 2 blocs de chiffrés et on peut voir que ces blocs ils sont identiques. Ils sont vraiment totalement identiques. Donc l'input c'était que des zéros. Et l'output, le bloc de chiffré, c'est le même dans les 2 cas. Les blocs qui sont chiffrés, ils suivent un certain motif, et avec de l'expérimentation, du reverse engineering, on identifie ce motif. Et en fait, on n'a pas été les premiers à découvrir ça. Il y a un blog TOS qui existe de décembre dernier qui décrit également ce motif. Et qui permet de savoir, qui décrit comment on peut savoir quels blocs ont été chiffrés. Donc ça permet notamment de savoir quelles parties du fichier ont été chiffrées. Donc on sait où dans le fichier les morceaux chiffrés sont. Et ça dépend des fichiers, notamment de leur taille. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est comment ces morceaux de chiffrés ils sont calculés. Donc je vais faire un petit détour d'une slide sur le chiffrement et sur la méthode de chiffrement qui est utilisée par Blackbuster. Donc
Donc, on est sur un chiffrement par flow, peu importe lequel précisément. Probablement qu'ils auraient dû utiliser un chiffrement intégré qui inclut tout, mais peu importe. Donc, quand on fait ça correctement, l'utilisation d'un chiffrement par flow, bon, la vraie façon de faire, c'est d'utiliser un chiffrement intégré. Mais si vous voulez le faire à moitié à la main, l'idée, ça va être de générer un keystream qui va être de la même longueur que le clair. Et ensuite, on combine ça avec on combine le keystream avec le clair via un XOR. Et ensuite, on obtient le chiffré comme ça. Bon, bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ça. Si le fichier fait 1 giga, on ne fait pas un XOR de 1 giga et 1 giga, mais c'était juste pour simplifier. Ce que le malware fait à la place, au lieu de faire cette chose qui est correcte, est qu'il génère quelques octets aléatoires. Il décide que ça, c'est leur keystream, et ensuite, ils utilisent ce keystream pour chaque bloc du fichier clair. Donc, c'est un keystream de 64 octets. Et donc, pour chaque chunk de 64 octets du fichier en clair, ils utilisent ce même keystream de 64 octets. Pour ceux d'entre vous qui aiment les mathématiques, j'ai fourni une formule mathématique ici, qui est généralement vraie, en tout cas qui s'applique ici. Donc, le fait qu'on utilise un XOR, ça veut dire qu'on peut inverser cette opération. Et donc obtenir le keystream si, et seulement si, on connaît le bloc de clair. Donc, si on arrive à trouver un bloc de clair dans un fichier, attendez un moment pour que je vous explique comment on peut faire ça. Si on trouve un morceau de clair, on va pouvoir réarranger cette équation et ainsi obtenir notre keystream. Donc c'est 64 octets qui ont été appliqués à tous les chunks du fichier et du coup récupérer le fichier en entier. Donc ça ressemblera à peu près à ça. Donc on suppose que on a un morceau de clair de quelque part, donc par exemple d'une sauvegarde ou d'une base de données qui a été préservée, n'importe. Ou alors qu'on a pu un fichier qu'on a pu régénérer parce qu'on connaît sa structure, ou alors pour une autre raison, on connaît ces quelques octets de clair. Donc si on a ça, on va pouvoir récupérer le keystream. Donc ce keystream qui encore une fois a été appliqué à tous les chunks du fichier, et donc on va pouvoir déchiffrer et récupérer les fichiers en clair. Il y a un cas qui rend ça vraiment très facile. C'est le cas des images disques ESXi, parce que ce type de fichier contient beaucoup de zones avec que des octets à 0. Donc, si on a des secteurs qui n'ont pas été écrits sur notre disque virtuel, ça va être juste des zéros. Et donc, on obtient globalement le keystream sans difficulté. Ce qui va nous permettre de récupérer le fichier en clair, ce qui est plutôt bien. Le malware fait ça pour chaque fichier. Donc pour chaque fichier, le malware crée sa clé, son keystream, ce qui veut dire que pour chaque fichier, il va être nécessaire de reproduire ce processus. Le code qui réalise ce chiffrement, si on regarde un petit peu en faisant du reverse engineering, ça ressemble à ce que j'ai à droite ici. Donc on peut voir que, en effet, ils initialisent un keystream à 64 octets, ils l'utilisent pour le chiffrement pour des blocs de 64 octets. Et ensuite, ils se débarrassent de ce keystream.
Et ensuite, ils refont la même chose, ils le réinitialisent pour le prochain fichier. Donc, en effet, on va utiliser les mêmes 64 octets pour chaque check, et ce qui va permettre, comme on l'a dit, de récupérer le fichier en clair. Donc, si j'avais à mettre en œuvre un ransomware, je chercherais l'efficacité. Ici, c'est pas très efficace. Il pourrait être plus efficace en faisant moins d'appels. Et j'ai regardé un petit peu la cryptographie qu'ils utilisaient avant. Donc avant novembre dernier, ils utilisaient autre chose. Et ça fonctionnait comme il faut. Il n'y avait pas spécialement de vulnérabilité au sens tel qu'on le sait. Et donc, quand ils ont changé leur méthode de chiffrement, leur cryptographie, ils ont introduit cette faiblesse dans leur ransomware. Et donc, leur malware est toujours vulnérable à cette attaque. Donc, si on fait une démonstration du déchiffrement, peut-être que c'est pas si intéressant. Donc ici on a le fichier original, le fichier chiffré, donc on voit les différences, avec notamment les différents blocs chiffrés qui sont tous similaires, enfin identiques. Donc si on décompresse l'archive qui contient les outils, donc c'est cet outil qui devrait être automatique, il n'est pas forcément aussi automatique qu'il devrait. Bref. Donc on veut être sûr qu'on récupère seulement des fichiers avec des octets chiffrés à la fin. Donc on lance l'outil. C'est plus efficace et plus rapide que le décrypteur original. Et là on peut voir que le fichier décrypté et le fichier original, c'est bien les mêmes, puisqu'ils ont les mêmes checksums. Donc le fichier contient en effet tous les zéros. Tout est bon? Oui, beaucoup de choses sont bien, mais ce n'est pas fiable à 100%. Il y a quelques angles à adresser. Vous vous souvenez des parties du fichier qui sont chiffrées? Donc si le fichier fait plus de 5000 octets, fait moins de 5000 octets, on n'a aucune chance de récupérer. Tout ce qui fait plus d'un giga, moins d'un giga, mais plus de 5 kilos, pas de problème. Et tout ce qui fait plus d'un giga est compliqué on a toujours une partie qu'on n'arrivera pas à récupérer entièrement. Donc, pour les fichiers qui font moins d'un giga, les premiers 5000 octets ne nous posent pas de problème pour la restauration. Donc ils sont souvent pas trop importants même si la structure est importante, on peut les régénérer facilement avec le reste du disque, le layout des partitions, et on peut réinstaller. Donc c'est pas un problème de perdre cette partie-là, en tout cas pour nous, dans le cas de figure des VMDK. Au niveau de la chronologie, Black Basta est apparu en avril 2022. Ils ont changé leur cryptographie à la fin de l'année dernière, et ensuite on a le blog Zscaler en fin d'année, juste après. On a investigué Black Basta et on a découvert beaucoup de choses auxquelles on ne s'attendait pas, et on a partagé bien sûr toutes nos trouvailles avec la justice, et on le partage également avec vous pour nous assurer qu'on vous protège aussi de ces attaques. On est bien sûr au courant que le fait de tout publier maintenant, les criminels vont pouvoir patcher leur code. En tout cas, c'est ce qu'on assume. Peut-être pas. Mais on veut le faire quand même, parce qu'on pense que la période des vacances de Noël est un moment difficile pour les entreprises, et
C'est un moment où les attaques se multiplient aussi, donc on veut vraiment réduire leur business. Donc rendre tout ça public est plus facile pour en parler aussi pour les victimes. On a approché pas mal de victimes et croyez-moi ou pas, le taux de réponse était vraiment très bas. Mais bon, est-ce que c'est si surprenant, sachant que les victimes ont reçu énormément de messages du style « Oui, belle infrastructure, on dirait que vous avez eu un problème, on peut peut-être vous aider, ouvrez ce fichier ». C'est difficile. Avoir quelque chose comme ça, c'est peut-être plus crédible et ça permet aux organisations de voir qu'ils ne sont pas obligés de payer la rançon. Un peu plus tôt aujourd'hui, il y a quelques minutes en fait, on a tout posté sur GitHub, donc vous pouvez y aller et récupérer le code avec le lien affiché et décrypter vos fichiers rapidement. On sait aussi que beaucoup d'organisations gardent les données décryptées pour pouvoir les réutiliser a posteriori. Donc, pour conclure la partie déchiffrement, il nous faut 64 octets de texte clair. Ils doivent venir de quelque part. On peut les récupérer avec l'outil qu'on a développé, mais si vous en avez d'ailleurs, ça fonctionnera aussi. Si vous n'en avez pas, malheureusement, on ne pourra pas déchiffrer. Les fichiers plus grands qu'1 giga sont problématiques, peuvent être problématiques. Et pour les images, les VMDK, ce n'est pas vraiment un problème. Être en posture pour déchiffrer nos données, c'est bien, mais ne pas avoir à le faire en premier lieu, c'est encore mieux. Donc vous vous souvenez, les cybercriminels ont un mécanisme d'attaque dont beaucoup d'organismes sont au courant que leur niveau de maturité n'est pas au niveau qu'elle devrait avoir. Et une fois de plus, c'est souvent beaucoup plus simple d'investir pour prévenir plutôt que de régler les problèmes après. Donc, c'est bien de prendre au sérieux les problèmes de sécurité avant que ça coûte réellement beaucoup d'argent. Quelques suggestions pour ne pas être victime d'attaques de rançongiciel. Le chemin pour éviter d'être compromis. Donc, déjà, on peut travailler avec des applications qui sont whitelistées uniquement, avec du code qui est signé, vérifié uniquement. Avoir un chemin de vérification très strict pour ne pas autoriser tout et n'importe quoi. Bien sûr, scanner, je vais rephraser, certaines personnes ont trouvé des infrastructures des attaquants et ils utilisent des API classiques comme n'importe qui peut le faire. Donc vous pouvez scanner votre infrastructure de l'extérieur pour vérifier si elle est vulnérable et appliquer une gestion des patchs pour adresser vos vulnérabilités. Et aussi la criticité du business et de vos opérations. On a parlé de SXI, VMware a sorti un set de documentation assez extensif pour sécuriser votre installation ESX. Mais ça peut venir de n'importe quelle autre partie de votre infrastructure, bien sûr. Si vous possédez un accès utilisateur avec un système d'authentification avancé, vous ne serez pas protégé correctement. Donc, si un compte dédié a été compromis, vous devez avoir un système de surveillance, de monitoring en place pour pouvoir être informé. Donc le monitoring est important. Et bien sûr, ça peut paraître trivial, mais les backups aident. Bien sûr, tester aussi la restauration de vos backups, car beaucoup d'organismes ont des backups, mais il faut tester que le restore fonctionne, mais qu'il se termine également.
Et également vérifier que vous pouvez faire vos restaurations dans un temps correct. Par exemple, si vos sauvegardes sont stockées sur Internet. Si vous payez une autre organisation pour stocker vos sauvegardes plutôt que de les mettre sur site. Donc, je voudrais terminer ce talk et laisser un peu de place pour quelques questions, mais une dernière slide avant. Donc, les ransomware sont et restent une menace importante depuis maintenant plusieurs années. Donc, ça cause des milliards et des milliards de dommages financiers en Allemagne seulement. Hein. Donc, il faut ajouter à ça les coûts pour d'autres pays. C'est du crime organisé. On sait que les organisations de ransomware qui opèrent dans différentes sections. Donc il y a vraiment des choses comme un service client, l'équipe qui va gérer vraiment le malware. C'est vraiment organisé, comme dans tout autre secteur du crime organisé. Black Bassa est très actif en Germanie. Donc, ils utilisent de la cryptographie, ils veulent être efficaces, mais ils le sont un peu trop. Si ils avaient utilisé un chiffrement différent, ça aurait été un peu différent pour eux. Donc, cette réutilisation du même keystream, c'est une très mauvaise idée, pour eux en tout cas. Donc, n'utilisez pas le même keystream plusieurs fois, ça casse la sécurité du chiffrement. Et ici, ça permet de récupérer les fichiers en clair. Donc les outils de déchiffrement sont fournis à l'URL sur GitHub qui est fourni ici. Et encore une fois, concernant les sauvegardes, testez leur restauration et plus généralement, essayez de ne pas devenir victime des organisations de ransomware. Merci beaucoup. C'était de beaux applaudissements. Est-ce qu'on peut à nouveau applaudir Tobias? Ok, super. Donc on a du temps pour des questions. Vous pouvez voir qu'il y a 4 micros dans la salle, peu importe leur numéro. Bien sûr, on prend également les questions d'Internet. On regarde IRC Matrix ainsi que Mastodon. Le hashtag pour cette salle est 37C3 Granville et le canal IRC est 37C3-all-Granville. Première question. Merci pour ce super talk. Donc vous nous avez montré comment la cryptographie symétrique est utilisée pour chiffrer les fichiers. Pourquoi est utilisé RSA? Je vais montrer une vue d'ensemble. Après, les détails sont disponibles sur le GitHub. Et le chiffrement asymétrique se fait... est utilisé pour chiffrer les clés symétriques qui sont ensuite utilisées. J'espère que ça fait sens. Une autre question dans le fond de la salle. Merci beaucoup pour votre travail et cette présentation. J'ai eu l'occasion de rencontrer un cas de ransomware ce mois-ci avec Black Bassa et j'ai obtenu un script de déchiffrement de la part de la police. Malheureusement, je ne pouvais pas utiliser ces scripts parce que le fournisseur de services avait déjà supprimé tous les fichiers chiffrés, donc j'ai pas eu l'occasion de tester ces scripts. Mais ce que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans mon cas est que le chiffrement n'est pas ce qu'on voit le plus. Donc, par exemple, la plupart des sociétés qui souhaitent payer à cause des problèmes de chantage. Et peut-être qu'ils ne se concentrent pas sur le chiffrement tant que ça, parce que juste simplement les fichiers n'ont plus l'air utilisables et donc c'est plus important l'idée qu'on a fait quelque chose sur vos fichiers. Et donc ils se concentrent plus sur l'évacuation, l'exfiltration, etc. Et
On a eu ce genre de cas, oui, effectivement. Je suppose que c'est parce qu'ils essayent d'être efficaces, comme les gangsters, et ils skippent la partie chiffrement pour des raisons qu'on ne connaît pas. Peut-être que s'ils écoutent le stream, ils peuvent peut-être nous laisser un petit commentaire sur Internet. Mais bon, qu'est-ce que je peux dire ? Il faut monitorer le trafic réseau, et si vous transférez 2 Tera par jour, peut-être qu'il y a un petit problème. Et bienvenue, ça va être compliqué en Allemagne pour transférer 2 Tera par jour. Comme on dirait qu'ils ont réussi à hacker dans nos vidéoprojecteurs. Prochaine question. Si ils ont une si bonne infrastructure, pourquoi est-ce si compliqué de les attraper et de les stopper? Ça devrait pas être facile. Alors, d'après ce que j'ai lu, il y a tendance à avoir des preuves comme quoi ils sont installés dans certains pays dans lesquels c'est pas directement légal de s'introduire sur des ordinateurs, ce qui rend les choses plus difficiles, en tout cas à l'heure actuelle. Prochaine question. Si vous savez, si Blockbuster a amélioré sa cryptographie en décembre, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la cryptographie qui est utilisée? Est-ce que ça veut dire que ce que vous avez présenté, c'est plus vrai? Et c'est une question sérieuse, et un collègue à moi, ainsi que d'autres personnes dans cette salle, nous ont informé que ça a été vu pour la première fois le 18 décembre, qu'ils ont corrigé ce que vous mentionnez ici. On ne savait pas ça. Si vous avez des échantillons, on est content de les regarder. On a encore un peu de temps pour quelques questions. S'il vous plaît, essayez de garder des questions et pas des commentaires. Est-ce qu'on a des questions d'Internet? Internet vous remercie de votre talk, et on a quelques questions. Donc, en fonction du chiffrement, est-ce que le keystream qui est utilisé pour les 5000 premiers octets est différent de ce qui est utilisé pour la suite? Et est-ce que c'est différent de ce qui est utilisé pour les fichiers de plus d'un giga? Oui, bien observé, et je suis fier, c'est vrai, mais j'ai pas vraiment poussé, je voulais vraiment montrer la méthodologie, mais les 64 octets peuvent en effet être récupérés. On a encore le temps pour une question ou 2 questions rapides. Une petite question. Je voulais, juste comme tu parlais de 64 octets, est-ce que c'est faisable sur des formats comme JPEG de manière automatique? Oui, très bonne question, très bon point. C'est possible d'une certaine manière. On n'a pas trouvé assez de structures en commun sur les fichiers pour le faire. Mais en principe, vous avez raison. Si vous avez un fichier avec une structure fixe au niveau des octets, on peut utiliser l'outil. On n'a pas besoin de 64, puisqu'on peut brute forcer certains et faire des estimations, mais je vous invite à aller sur GitHub et à nous faire des suggestions. Une question courte d'Internet? C'est une question plutôt politique. Vous avez parlé de prévenir des attaques de ransomware. Est-ce que ce serait possible de
de forcer les entreprises à annoncer le fait qu'elles aient été attaquées par un rançongiciel? Est-ce que ça ferait une différence? Oula, question compliquée. La réponse courte est non, mais je serais ravi d'en discuter avec vous au bar juste après. Bon, bien sûr, c'est un peu compliqué avec les gens sur Internet, mais si quelqu'un souhaite en discuter et souhaite aller en parler au bar juste après, je serais ravi. Merci beaucoup, Tobias. Est-ce qu'on peut à nouveau applaudir Tobias, s'il vous plaît?